Je voulais tout d'abord vous remercier d'être présent pour cette conférence de presse que je tiens en qualité d'avocat de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et je me dois, à ce titre-là, de vous parler dans des termes très précis. Tout d'abord, en respectant mes règles déontologiques de courtoisie, de délicatesse vis-à-vis de mes confrères et contradicteurs. Première chose. La deuxième chose, de respecter également les règles de confidentialité sur certains sujets que je ne pourrais pas dévoiler. Cela étant dit, je peux bien évidemment vous parler très clairement de toutes les audiences qui ont eu lieu, qui se sont passées, avec des plaidoiries publiques, avec des pièces communiquées de manière publique. Donc ça, c'est le cadre de notre débat aujourd'hui, et surtout, essentiellement, de dire les choses expressément en droit, les faits, le droit. Pourquoi aujourd'hui il est temps de stopper cette rumeur, cette fiction, parce qu'il s'agit bien de fiction, concernant ce que je peux lire, voir, entendre dans les médias et sur Internet. La fiction sur la filiation de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba est le fils d'Omar Bongo Ondimba. Toute personne qui tentera et continuera de tenter de dire le contraire aura les plus grandes difficultés parce qu'effectivement aujourd'hui, l'étau se resserre sur toute, je dirais, divagation que j'ai pu entendre, fausse information et non-respect des règles les plus élémentaires de droit. Donc, il me semble important aujourd'hui, pour être pédagogique, parce que je parle aujourd'hui au nom du chef de l'État, pour le peuple gabonais, pour que le peuple gabonais entende, comprenne effectivement qu'est-ce que cette histoire, pourquoi on essaie de nous agiter par tous les moyens possibles pour essayer de nous faire croire des choses qui n'ont aucune raison d'être. Alors je dois le faire à plus d'un titre également, parce que sachez qu'en droit, tout ce qui est lié à l'état civil d'une personne fait partie de ce que l'on appelle les droits fondamentaux de l'être humain. Cela est donc un droit inhérent à chacun d'entre nous, que l'on soit simple citoyen ou président de la République. On ne peut pas occulter cela. Donc ce que j'ai pu entendre, voir dans les médias, lire sur papier, entendre sur vidéo et sur Internet n'est pas acceptable pour cette raison-là. C'est-à-dire que l'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur l'état civil d'un citoyen, quel qu'il soit, parce que là, on porte atteinte à son intégrité de personne, et cela est donc très largement contraint par les droits de l'homme et la charte sur les droits fondamentaux. N'oubliez pas cela. Ça, c'est la première limite à, je dirais, la polémique et les divagations que j'entends. La deuxième limite, c'est qu'en tentant, mademoiselle Onaïda Maïcha, de porter atteinte à la fonction présidentielle, nous avons là également une difficulté de droit majeure. Et là, vous allez voir que nous sommes non plus sur la rubrique stricte du droit et d'une attaque sur une filiation, mais nous sommes immédiatement sur un débat politique, utilisé en tant que tel. Et la troisième chose sur laquelle je souhaite attirer, et ça je sais que le peuple gabonais m'entendra, c'est le respect de la mémoire, et le respect de la mémoire d'Omar Bongo. Omar Bongo a dit, écrit, chaque étape de sa vie, qu'Ali Bongo était son fils légitime, biologique. Et donc maintenant, je vais reprendre très précisément pour cadrer cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le décès d'Omar Bongo Ondimba? Vous vous rappelez certainement, le peuple gabonais s'en souvient, 8 juin 2009. 8 juin 2009, ce décès est intervenu. Une succession a été ouverte, parce que nous sommes, vous l'avez compris, sur deux thèmes. Nous avons le problème successoral et nous avons
l'usage, la tentative d'usage de cet état civil à des fins politiciennes par certaines personnes. Et bien évidemment, je viendrai aux décisions qui ont été rendues et qui font cette actualité aujourd'hui. Donc très précisément, quelques mots sur la succession. Je vous rassure, je ne serai pas longue, mais je dois vous donner les éléments pour que vous puissiez en apprécier les termes, je dirais en droit, et la pertinence aujourd'hui du maintien de cette politique polémique, politicienne, voulue par Oneida Maïcha, sa mère, Madame Chantal Miboto, son grand-père, Monsieur Zachary Miboto. Là, on détourne les arguments de droit, les éléments de droit intangibles. Quels sont ces éléments de droit? Droit de succession, il est régi par le Code civil gabonais. Nous avons, à chaque étape de cette succession, la capacité pour n'importe quel héritier de contester une filiation. Comment cela est-il possible? Tout d'abord, sachez-le, et vous reprendrez la chronologie des éléments de droit. Décès en 2009, première notoriété établie par le notaire désigné, le 26 juin 2010, première notoriété. Cet acte de notoriété est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, parce que la filiation légitime peut être prouvée par tous les moyens. Nous avons déjà une première notoriété en 2010. La question que je vous pose, c'est comment se fait-il que cette première notoriété étant établie, étant connue, Madame Oneida Maïcha ne s'est pas opposée à la filiation reconnue du président Ali Bongo. Première chose, premier point. À ce moment-là, une première contestation aurait pu ou aurait dû être engagée. Nous avons également, sur la notoriété, puisqu'on est soi-disant dans un domaine successoral, nous avons également une consolidation de cette notoriété le 10 juin 2014. Pareil, silence de Madame Oneida Maïcha, qui n'a absolument pas contesté cette notoriété, qui n'a donc pas contesté la filiation d'Ali Bongo Ondimba. Je pense que vous le savez, parce que ça a été communiqué, en tout cas c'est dans les notoriétés. La consolidation de notoriété a été actée par le tribunal de première instance de Libreville. Dans cette notoriété, il est fait référence à quoi? Au testament authentique établi par Omar Bongo en France en 1987. Ce testament fixe les droits des uns et des autres et fixe le fait que Ali Bongo Ondimba devienne légataire universel. Là encore, j'attire votre attention sur le fait, si vous voulez transmettre une information, je dirais, globale et contradictoire, et faire votre rôle de journaliste d'investigation, ce testament n'a jamais été contesté par qui que ce soit. Sachez qu'il y a 54 héritiers aujourd'hui, que Madame Oneida Maïcha est la seule à contester la filiation de son grand frère, passant outre donc la volonté avérée d'Omar Bongo, passant outre les deux notoriétés établies, et encore passant outre les décisions intervenues depuis lors. Donc il me semblait important de vous fixer les termes de cette succession pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, de vouloir encore contester cette filiation est, je dirais, surabondant. Vous pouvez vous poser la question maintenant, à la suite de cette notoriété de juin 2014, pourquoi en 2015, Oneida Maïcha Bongo Ondimba engage ces différentes actions? Alors, je pense avoir la réponse pour vous, et je vais vous la donner, et je vais même vous la lire, parce que personne ne l'a fait jusqu'à présent. Oneida Maïcha a saisi un avocat en France, alors qu'elle avait un avocat au Gabon, que j'ai rencontré, puisque sachez que, ayant été chargée de défendre les intérêts d'Ali Bongo Ondimba concernant la succession d'Omar Bongo,
j'ai fait désigner un administrateur judiciaire en la personne de Maître Brahim le 7 novembre 2014 pour qu'un administrateur indépendant puisse gérer cette succession. Je vais vous lire, c'est une pièce qui a été communiquée par l'avocat d'Onaïda Maïcha et je vous demanderai d'être attentif à la date de ce courrier. 4 mars 2014, l'avocat d'Onaïda Maïcha écrit au notaire à l'époque en charge de la succession qu'elle souhaite sortir de l'indivision et fait une proposition transactionnelle. Et que demande Onaïda Maïcha? Elle demande que lui soit attribuée, dans le cadre de cette succession, la somme de 65 milliards de francs CFA. Cela veut dire environ la somme de 100 millions d'euros plus 4 titres fonciers bien situés à Libreville, je crois comprendre. Sachez par ailleurs, comme je vous l'ai dit, qu'il y a 54 héritiers et que Onaïda Maïcha a droit, entre guillemets, en qualité d'héritière réservataire, je vais vous faire en gros, le droit à 0,94% des biens situés en France, et, au Gabon, et les biens, les SCI soumis à la loi gabonaise, et pour les biens situés en France, environ 1,45% de la succession. Donc si on fait une moyenne entre ces deux chiffres, nous sommes à je dirais quelque chose de dérisoire. Nous sommes sur le fait qu'une héritière, parmi 54, qui a droit légitimement, selon le code gabonais, à 1,2% de la succession de son défunt père. Et cette personne, la seule, conteste la succession, conteste la filiation de son confrère, mais demande 65 milliards de francs CFA. Je pense que le peuple gabonais ne peut pas ne pas entendre cela et ne peut pas lui-même réfléchir à qu'est-ce que cela veut dire. Le 4 mars 2014, cette demande a été réitérée en décembre 2014 à l'administrateur judiciaire que j'ai fait désigner. Nous sommes en 2014. Qu'est-ce qui se passe depuis lors? Puisque cette demande extravagante n'a pas trouvé écho. Eh bien, sur l'année 2015, nous avons la démultiplication de procédures engagées en France et au Gabon, toujours ayant pour objectif de discréditer l'état civil, l'acte d'état civil du chef de l'État. Plusieurs choses déjà en France qu'il faut que vous sachiez. C'est que avant toutes les procédures engagées à Nantes, j'ai fait personnellement l'objet de 2 procédures par Madame Onaïda Maïcha à Paris. Madame Onaïda Maïcha a tenté, sur le fondement d'une procédure particulière, ce qu'on appelle un référé futurum, d'obtenir des pièces de cette succession en essayant de dire que j'étais l'avocat de la succession, ce qui était une contre-vérité, et en envisageant d'engager ma responsabilité d'avocat en qualité d'avocat de la succession, ce qui était une aberration juridique et judiciaire. Les juges français, à 2 reprises, ont débouté Onaïda de sa demande et ont considéré qu'elle devait se rapprocher de l'administrateur désigné à Libreville pour obtenir les pièces qu'elle souhaitait obtenir et en tout état de cause devait arrêter de tenter de porter atteinte à ma fonction d'avocat et évidemment de m'écarter de cette succession est-ce qu'elle était d'avocat du chef de l'État. Donc ces éléments, vous devez en tenir compte, vous ne pouvez pas les occulter et il serait intellectuellement malhonnête de ne pas les retenir. Pourquoi? Parce que parallèlement à ces éléments, ces attaques dont j'ai fait l'objet sur le plan civil, vous avez les demandes en parallèle
de Onaïda Maïcha Ondimba sur l'acte d'état civil du chef de l'État. Alors là, on rentre dans, je dirais, le cœur de nos préoccupations, mais on ne pouvait pas rentrer dans son cœur-là sans connaître l'environnement très précis des agissements et de la motivation d'Onaïda Maïcha. Ce n'est pas possible d'occulter sa réelle motivation. Soit l'argent, parce que la somme est exceptionnellement élevée, soit la politique. En tout cas, je dois, moi, resserrer les éléments de droit sur est-ce qu'il était légitime pour cette dernière d'attaquer et de solliciter l'acte d'état civil du chef de l'État. Il a été effectué cette demande à 2 reprises devant le procureur de la République de Nantes par l'avocat d'Onaïda, qui a considéré que cette demande ne pouvait pas prospérer et qui, en deuxième ressort, a considéré qu'elle pouvait prospérer que si la contradiction était apportée à ce débat. Nous avons donc plaidé à Nantes et le juge des référés, contre l'avis du procureur, contre mon avis, a considéré que l'article 62, le décret de 1962, pouvait permettre à Onaïda, pour des motifs légitimes, d'avoir cet acte de naissance intégral. J'ai trouvé que cette décision, finalement, était parfaite, parce qu'elle devait permettre à Onaïda Maïcha de clore cette séquence, de lire l'acte de naissance et d'arrêter sa polémique et sa fiction et de nuire, de tenter de continuer à nuire au chef de l'État. Lorsque certains d'entre vous m'ont interrogé à ce moment-là, j'ai dit que je ne commentais pas cette décision judiciaire, mais qu'il était tout à fait bienvenu qu'Onaïda, finalement, ait cet acte. Je pensais raisonnablement en tant qu'avocat, me limitant à des arguments de droit, je pensais objectivement que les choses allaient s'arrêter là. Parce que voulez-vous faire de plus que d'avoir, là on rentre dans également le cœur du sujet, que d'avoir la copie intégrale d'un acte de naissance établi en 1959 de manière manuscrite à Brazzaville, transféré depuis 1960 au ministère des Affaires étrangères en France, depuis 1965 à Nantes. Que pouvons-nous dire sur cet acte, écrit en tant que tel sur les registres coloniaux? Personne n'a de prise sur cet acte à l'époque, que je sache. Personne ne pouvait envisager à ce moment-là que même Omar Bongo serait un jour président de la République. Donc ces actes qui ont été rédigés par les préposés et ou délégataires des registres font foi absolue. Du reste, c'est ce que dit le procureur de la République, mais je reviendrai sur ce qu'elle dit précisément. Mais ce que je dois ajouter sur cela, et si Onaïda Maïcha avait regardé d'un tout petit peu plus près les textes. Je vous les lis, c'est très bref, je vous rassure. Quels sont les textes applicables en 1959? C'est le droit, le Code civil de la France d'outre-mer, 1947, qui est applicable en 1959. Que dit? Juste un article. L'article 40 dit « Les actes d'état civil seront inscrits sur un ou plusieurs registres tenus doubles. » Vous entendez bien, un ou plusieurs registres. Que dit la loi? Ensuite, le Code civil. Il reprend ce texte. C'est l'article 158, le Code civil gabonais sur les actes d'état civil. Que dit-il? Les actes d'état civil sont inscrits dans chaque centre d'état civil sur un ou plusieurs registres préalablement cotés, paraphés par le président du tribunal civil, est tenu, j'insiste, en triple exemplaire. Notez bien, l'un de ces exemplaires sera déposé au greffe du tribunal de grande instance, le deuxième sera conservé à la mairie, ou à défaut au chef-lieu du district, le troisième au ministère des Affaires étrangères.
Si vous juxtaposez ces textes, vous avez résolu les problèmes métaphysiques ou politiques ou financiers d'Oneida Maïcha. Pourquoi? Lorsqu'on essaie de vous faire croire qu'il y aurait des faux parce que ce texte n'aurait pas été réécrit à l'identique, mais nous sommes dans de la fiction la plus absolue, puisque les registres sont tenus en un ou deux exemplaires et qu'ils sont écrits de manière manuelle. Ceci est confirmé du reste par l'article 5 du décret de 1965, comme quoi les registres sont tenus de manière manuelle. Cela veut dire quoi? Que l'acte d'état civil repris à Nantes ne peut en aucune manière être contesté ni discuté, puisque c'est une copie, une reprise de ce qui était déposé au ministère des Affaires étrangères, qui a récupéré à l'époque, avant l'indépendance, vous avez bien compris, avant l'indépendance, les documents qui étaient à Brazzaville. Donc je ne vois pas par quel montage intellectuel on peut se dire qu'à cette époque-là, il y avait la volonté, la rédaction d'un quelconque faux. On est dans l'absurdité absolue. Deuxième absurdité absolue, lorsqu'on vous dit « Ah, mais il y a plusieurs actes d'état civil » et que l'on vous parle de l'acte qui était indiqué dans Le Monde. D'abord, c'est la responsabilité des journalistes du Monde de justifier, de dire d'où vient cet acte. Mais quand bien même les journalistes d'investigation qu'ils sont, et que vous êtes tous, auraient dû à minima quand même regarder les textes avant d'écrire absolument n'importe quoi et de prêter une oreille attentive à cette thèse ridicule et absurde. Nous sommes sur une rédaction manuscrite sur un ou deux registres différents par le délégataire qui écrit de sa propre main. Alors s'il est retranscrit sur le deuxième registre à une ligne différente, eh ben c'est que ce malheureux rédacteur délégataire a rédigé de manière différente ce même acte. La matière, la cause, la substance de cet acte ne peut être attaquée parce que vous avez deux registres différents écrits de manière légèrement distincte. Nous ne sommes pas au stade du scan et nous ne sommes pas non plus au stade de la photocopieuse. Rappelez-vous que nous sommes en 1959 à Brazzaville et que depuis lors, l'autorité française qui est détentrice de ces documents, ils sont archivés, n'a aucune prise sur ces documents. Et donc d'essayer de faire croire que l'administration française aurait fait un faux ou serait détentrice d'un faux frise le ridicule. Donc, je pense que vous garderez en mémoire que les dépositaires et délégataires de ces actes rédigés à la main sur un ou plusieurs registres, que cela n'a jamais été contesté et que, depuis le 12 novembre 2015, Oneida Maïcha dispose de cet acte de naissance intégral qui confirme, s'il en était besoin, que le chef de l'État est le fils de son père, Omar Bongo Ondimba, et de continuer à prétendre le contraire. Et je crois, au-delà de l'entendement du juriste, de l'avocate que je suis, et je ne manquerai pas, si nous continuons dans ces divagations sans aucun fondement juridique sérieux, je prendrai sur les instructions du chef de l'État les mesures qui s'imposeront pour faire stopper définitivement ce délire médiatico-politicien. Alors, maintenant, sur les décisions qui font qu'aujourd'hui nous sommes ensemble et que je me dois de rectifier certaines réalités juridiques. C'est, vous le savez, la décision qui a été rendue le 19 février par Madame le procureur Lamy, procureur à Nantes. Que dit Madame Lamy dans le courrier qu'elle retransmet à Oneida Maïcha Ondimba?
elle est très rigoureuse et très claire dans ses propos. Elle dit qu'elle a l'honneur de porter à la connaissance qu'elle procède au classement sans suite de la plainte que vous avez déposée pour les motifs suivants. Les faux, il faut bien comprendre, un mot a un sens en droit. Les faux à les supposés établis. C'est les faux que Madame Onaïda Maïcha tente de se prévaloir. Et là, je la renvoie à ses propres responsabilités et à la preuve qu'elle doit rapporter qu'il s'agit d'un faux. Parce que les actes tels qu'ils ont été établis successivement, les actes authentiques, le testament, les notoriétés, les actes d'état civil, font force probante. Il y a une présomption absolue de validité de force probante de ces documents. En plus de leur réitération, vous imaginez, il va être difficile d'être plus royaliste que le roi, mais néanmoins, on continue sur ce présupposé faux. Ce que dit le parquet, ont été rédigés au Gabon, les soi-disant faux, et j'y reviendrai, et utilisés dans ce pays lors de l'ouverture de la succession. Or, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des délits commis à l'étranger lorsque ni l'auteur ni la victime ne sont français. Là, on enfonce une porte ouverte, mais c'est bien de le rappeler. Si soi-disant des faux auraient été établis, soi-disant, ils l'auraient été au Gabon. C'est ce que dit le procureur de la République. Donc, lieu de commission de l'infraction, encore faudrait-il la démontrer. Alors se posera également, je dis ça au passage, mais ça je laisserai les juristes débattre sur le sujet, éventuel problème de prescription quand même, à débattre. Mais si ces extraordinaires faux, soi-disant faux, avaient été établis, c'est à l'étranger, en tout cas pas en France, et que donc l'administration française ne peut pas être instrumentalisée comme elle l'est depuis un certain temps par Onaïda Maïcha, puisqu'elle est juste détentrice de registres depuis 1960, de registres, vous l'avez parfaitement compris, établis à Brazzaville. Donc, on dit à Madame Onaïda Maïcha, allez voir au Gabon si votre thèse peut être valablement soutenue. Deuxièmement, on vous dit la chose suivante. L'agent du service central d'état civil qui a délivré l'acte à Madame Onaïda Maïcha n'a fait que délivrer une copie de l'acte conforme à celui conservé depuis 1960 dans nos services. C'est exactement ce que je vous ai expliqué et les modalités et les raisons pour lesquelles cela a été fait comme cela. Nous étions avant l'indépendance du Gabon, c'est Nantes qui conserve ces documents. Troisièmement, elle dit, cette opération ne peut recevoir aucune qualification pénale. Ils sont détenteurs d'un document qu'ils produisent parce qu'ils doivent le produire et qu'il a été demandé de le produire. Troisièmement, ce que dit le procureur de la République qui appuie la thèse que je vous ai développée, c'est de dire il apparaît que les actes litigieux n'aient pas été présentés lors de la rédaction du testament de M. Bongo à Nice. Ce testament a été par ailleurs rédigé en 1987. Que dit le parquet? Elle dit lorsque Omar Bongo a établi son testament authentique en 1987 à Nice, aucun document pouvant exciper un soi-disant faux n'ont été corroborés, n'ont été donnés à l'appui de ce testament. Cela veut dire quoi? Que même si, pas extraordinaire, Madame Maïcha voulait encore continuer dans sa thèse, sa fiction, qui finalement un jour s'arrêtera d'elle-même par épuisement de cette dernière, de toutes les voies de droit qui n'ont aucun sens, elle ne pourra pas utiliser le fait qu'il y a un testament en France, il n'y a aucun rattachement en France, puisque ce testament a été établi directement avec 2 témoins, sans qu'aucun autre document n'ait été communiqué à cet appui. C'est ce que dit le procureur de la République. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le testament n'a jamais été contesté depuis le décès
Rappelez-vous, cela fait 7 ans. Aucune action en contestation, d'aucune nature que ce soit, n'a été effectuée à ce moment-là depuis 7 ans. Donc, ce que vous dit le procureur de la République, Madame, votre demande n'est pas sérieuse. Si vous continuez à vouloir continuer à parler de faux, allez devant les juridictions gabonaises. Alors là, nous aurons bouclé la boucle lorsque je vous aurai dit la chose suivante. Devant les juridictions gabonaises, la famille Miboto Gonjou n'est pas avare de démonstrations politiciennes. Le 27 janvier 2016, M. Paul-Marie Gonjou, époux de Madame Chantal Miboto, mère d'Onaïda Maïcha, en qualité, j'insiste, en qualité de secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, écrit à Monsieur le procureur de la République. Et il dit quoi? Le 29 mai 2009, vous a été déposé à la mairie du 3e arrondissement un acte délivré, acte de naissance délivré concernant M. Ali Bongo Ondimba en mettant le numéro de cet acte. Et il dit, en substance, cet acte a permis à Ali Bongo Ondimba de se présenter aux élections présidentielles. Il considère que ce document est un faux et il utilise 3 arguments. Il dit qu'il ne pouvait pas, cet acte de naissance, alors c'est cela, c'est une retranscription de la mairie du 3e arrondissement de Libreville. Le dépositaire et délégataire des registres à Libreville, cette retranscription sur ce document-là, fait à la mairie de Libreville, l'a été faite sur quel fondement? Il dit que c'est un faux parce que vous ne pouviez pas aller à la mairie de Libreville puisque vous êtes né à Brazzaville, donc vous n'êtes pas compétent, vous auriez dû demander l'acte de Nantes. Très bien, ça veut dire implicitement que là, M. Gonjou considère que l'acte de Nantes est valable. Il dit par ailleurs que cette transcription n'est pas valable et que, conformément à l'article 163 du Code gabonais, il s'agirait d'un faux. Et enfin, il essaye de dire que dans cet acte de naissance retranscrit, il est fait référence à la décision qui a permis le changement de nom de mon client en Ali Bongo Ondimba. Que répond le procureur de la République? Et là, on aura bouclé la boucle sur, entre guillemets, le faux dont les adversaires du président de la République n'arrêtent pas d'exciper pour dire « regardez, c'est un faux ». Soyons sérieux. Le procureur de la République a rendu sa décision le 10 février 2016. J'attire votre attention sur le fait que cette date est antérieure à celle du procureur de la République de Nantes. Donc je félicite la justice gabonaise, le travail qu'elle fait, les décisions rendues par les magistrats à Libreville qui rendent à chaque fois, quelle que soit la chambre, la juridiction, des décisions motivées en droit. Donc là, le procureur de la République au Gabon, personne n'a entendu parler de cette décision encore, ce qui prouve bien la discrétion absolue de la famille Gonjou Miboto quand cela les arrange. Cette décision est claire et clôt le débat. Le procureur dit la chose suivante, que l'acte de naissance établi par la mairie du 3e est l'acte de naissance qui a pris appui sur le jugement de changement de nom de 2004 établi sur décret
signé par Omar Bongo, en permettant à son fils Ali Bongo d'adjoindre à son nom Ondimba. Le père a signé pour son fils un décret l'autorisant à utiliser ce nom. Ce décret, Onaïda Maïcha en a bénéficié également, puisqu'elle s'appelle Bongo Ondimba. Elle n'a pas contesté la validité du décret, elle n'a pas contesté la décision du jugement de nom dont elle a bénéficié. Et sachez que lorsqu'on lit attentivement, parce qu'il faut lire les pièces, il ne faut pas être dans des extravagances, nous lisons que dit que l'acte de naissance en cours sera revêtu de la mention nulle et conservé à la mairie et qu'à l'avenir, tout extrait ou expédition de cet acte de naissance sera délivré en tenant compte du changement de nom et de l'adjonction opérée. Lorsqu'on essaie de vous dire, regardez cette info, parce qu'à l'époque, il ne s'appelait pas Ali Bongo, mais Alain, c'est absurde. La transcription, retranscription à la mairie du 3e arrondissement, au lieu du domicile de mon client, elle est de 2009. Elle ne peut que tenir compte de l'acte de naissance initial indiqué dans le jugement de changement de nom, et sachez que ce jugement a été rendu en présence du ministère public, donc oui, ils ont eu la communication de l'acte de naissance, oui, ils ont eu toutes les pièces d'état civil pour pouvoir rendre cette décision qui n'a jamais été attaquée par qui que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est de vous raconter, de vous réécrire l'histoire, de réécrire l'histoire de la famille Bongo est totalement déraisonnable. Nous avons là une retranscription, un extrait d'acte de naissance tenant compte des éléments intervenus depuis lors. Et essayer de vous dire que c'est un faux, je vous redis que nous frisons le ridicule, ou nous sommes dans la absolue manœuvre politicienne et, je dirais, mensonge absolu intellectuel. Cela doit cesser. Vous avez un acte de naissance établi qui est à Nantes, qui est incontestable. Vous avez un extrait d'acte de naissance donné, retranscrit à la mairie du 3e, avec les mentions portant sur le changement de nom et portant sur le décret d'application donné par le président de la République à son fils. Donc, ces éléments n'ont jamais été contestés. Donc, pour dire qu'au Gabon, quand le procureur de la République français dit « Allez au Gabon résoudre vos problèmes de soi-disant faux », mais de manière anticipée, le Gabon a répondu « Le document que vous exhibez comme être un faux n'est pas un faux, c'est une retranscription parfaite, régulière des registres et des modifications intervenues depuis lors. Donc, de la même manière, Monsieur Gondjou, famille Miboto Gondjou, vous ne pouvez pas prospérer dans vos demandes et une décision de classement sans suite de votre plainte, que je qualifierais personnellement d'abusive, a été ordonnée. Il est dit qu'au regard de ce qui précède ce que je viens de vous exprimer, il y a lieu de dire que l'acte querellé est conforme à la loi gabonaise. Pour clore, je dirais, nous avons le procureur à Nantes, nous avons le procureur à Libreville, sur des demandes différentes. Mais nous avons eu également, je pense que ça n'a pas été assez repris, sachez que, initialement, lorsque Onaïda Maïcha a voulu attaquer sur l'acte intégral d'état civil, elle a d'abord demandé un extrait. Plus exactement, un opposant au régime du président Ali a demandé un extrait d'acte de naissance, extrait conforme à sa filiation. Et, mécontent, cette personne, Monsieur Jean de Dieu Moukani Ivangou, a écrit au président de la République française, François Hollande. Et avec beaucoup de, je dirais, de sobriété, il a été répondu par les services concernés, les services à la présidence de la République en charge du continent africain, par Madame Hélène Le Gall.
de manière extrêmement claire et précise que, bien évidemment, cet extrait d'acte de naissance tel qu'obtenu selon le décret de 1962 ne laissait supposer, je vous lis la phrase et on aura clôturé le débat, aucun doute ne saurait exister quant à l'authenticité de l'extrait délivré le 18 juin, ni quant à la régularité des conditions dans lesquelles il a été produit. Dans ce contexte, rien ne peut étayer aux yeux des autorités françaises la qualification d'embroglio administratif et juridique. Donc si nous nous limitons à faire du droit, ce que je pense utile en l'espèce, vous avez des actes complets d'état civil fixant définitivement clairement la filiation d'Ali Bongo à son père Omar Bongo. Vous avez un ou plusieurs registres qui ont été établis, écrits à la main, de manière peut-être légèrement différente, ce qui ne change en rien la réalité de la filiation. Et vous avez, pour les besoins de la cause, en 2009, un acte de naissance qui a été retranscrit par la mairie du 3e arrondissement de Libreville, conformément à la loi. Vous avez aujourd'hui classement sans suite du procureur de la République de Libreville, classement sans suite du procureur de la République de Nantes. Donc, il me semblerait aujourd'hui étonnant, mais je crois qu'il faut s'attendre absolument à tout, que on puisse continuer à laisser prospérer cette polémique, je qualifierais divagation, cette fiction sur l'état civil de mon client. Je voudrais en terminer pour dire que cela porte atteinte, et j'insiste, à ses droits fondamentaux d'être humain, à la fonction présidentielle. Ça porte donc atteinte au peuple gabonais. Et je suis certaine que l'accumulation de ces évidences juridiques et judiciaires vont permettre à Madame Onaïda Maïcha Ondimba de se mettre en accord avec elle-même et de trouver ou de faire trouver à sa famille d'autres chevaux de bataille s'ils veulent porter, je dirais, la contradiction dans le cadre d'un débat politique. En tout cas, sur l'acte d'état civil, je considère qu'en droit, le débat est définitivement clos et chacun, à partir d'aujourd'hui, prendra sa responsabilité de toute nouvelle déroute, déviance sur ce sujet. Petite précision sur la date du courrier des services de la présidence de la République française. Alors, lequel, madame, courrier? La date du courrier que vous avez évoqué à la fin de votre intervention sur les services de la République de François Hollande. Ah, d'accord, ok. Voilà. De madame Le Gall. C'était en juin. Alors, attendez, madame Le Gall, où est-ce que je vais vous dire ça tout de suite? Le 15 juillet 2015. 15 juillet 2015. Et autre question plus générale, vous avez donc beaucoup de documents à l'appui, vous avez 2 classements sans suite, comme vous l'avez rappelé, au Gabon et à Nantes. Vous dites que vous vous réservez le droit de déclencher une procédure. Enfin, je ne comprends pas très bien pourquoi vous ne le faites pas dès aujourd'hui ou pourquoi vous ne l'avez pas fait dans les semaines qui ont précédé. Qu'est-ce que vous attendez pour vous-même Mais déclencher quelle procédure, madame? Parce que pour déclencher une procédure, laquelle? Moi, j'ai répondu à Nantes sur ma position. J'ai considéré que c'était parfait. Vous ne pouvez pas porter plainte en diffamation, par exemple? Ah, mais ça, alors, porter plainte en diffamation, bien évidemment, une plainte est prête. Un projet de plainte a été rédigé sur le sujet, bien évidemment. Je voulais terminer cette séquence pour passer, je dirais, à autre chose. Je voulais terminer cette séquence sur la notion de classement sans suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les documents que l'on vous a manifestement occultés? Et maintenant sur la diffamation, sur effectivement le fait de caractériser, d'avoir porté atteinte à l'honneur et à la considération du chef de l'État, sur certains propos tenus dans le cadre de vidéos que j'ai pu visionner sur Internet, où il est évoqué le fait que mon client soit parjure. Bien évidemment, une plainte est prête. Sachez d'autre part que... Mais elle n'a pas été déposée, on est d'accord? Non, elle n'a pas été déposée, mais pour être encore plus précise, vous savez très bien que Madame Onaïda Maïcha
prend appui sur je dirais, informations, sur les affirmations de M. Pierre Péan concernant l'état civil de mon client. Je vous demanderai de vous reporter à la page 138 de son livre, où il dit lui-même, et c'est également dans les pièces qui sont communiquées par Oneida Maisha, que pourquoi ne produit-il pas l'acte complet de naissance de Nantes? Parce qu'il considère que l'acte de naissance de Nantes fait force absolue, force probante de sa naissance. Page 138, en bas de la page. Donc, pour répondre à cela, pour répondre à votre question sur les plaintes déposées, une plainte a été déposée contre M. Pierre Péan. Elle a été enregistrée, elle a été déposée en octobre 2015 pour atteinte portée au chef de l'État sur les éléments de sa vie privée. Et cette plainte, je suis en relation avec le doyen des juges pour son enregistrement, parce que sachez que, évidemment, à Paris, je peux évidemment justifier du dépôt de cette plainte, mais sachez que les enregistrements des plaintes auprès du doyen des juges, le retard est colossal, et que, en tout cas, elle a été déposée et elle va prospérer. Donc l'avocat de la partie adverse disait envisager une plainte aussi de poursuivre au pénal en se constituant partie civile. Là aussi, vous avez des recours que vous envisagez? Alors, une constitution de partie civile, il faut vraiment qu'elle soit motivée. Donc, ça sera très intéressant de savoir où il dépose plainte, en France, au Gabon, ou les deux. Il y a en droit une notion très précise, c'est ce qu'on appelle l'abus de constitution de partie civile. Et évidemment, mais je ne connais pas la plainte, comme je ne connais c'est pas la plainte contre X, si nous sommes dans le cadre d'un abus, et nous serons manifestement dans le cadre d'un abus, évidemment, j'engagerai immédiatement une action sur ce fondement. En tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est sur tout élément diffamatoire portant atteinte aux droits fondamentaux de mon client, à sa fonction, à la mémoire, j'insiste, d'Omar Bongo, nous agirons immédiatement avec fermeté et en droit. Ce qui est inadmissible, c'est que ces gens-là qui ont lancé des polémiques et des contre-vérités et des absurdités, du flou complet, une fois qu'ils ont la preuve tangible, en droit, ce sont les éléments de preuve, les documents, ils ne s'arrêtent pas. Donc on n'est plus dans le droit. On est dans une manipulation politicienne. On ne peut pas demander avec cette date de naissance, parce que ça a été demandé, tout ça, ça a été dit. Parce que je viens juste dans le droit, il y a des questions de confidentialité. J'imagine que M. Péan ne peut pas avoir accès comme ça. Oui, mais si, regardez, l'opposant, tout à l'heure je vous ai lu le courrier de Madame Le Gall qui a recadré les choses. Cet opposant a pu avoir un extrait, il peut demander selon le décret de 62, l'article 10, un extrait. Et l'extrait, il aurait déjà eu, soi-disant, journaliste d'investigation, ça fait peur. Monsieur Péan, journaliste d'investigation, ne fait pas les recherches les plus élémentaires. Et entre-temps, l'acte complet a été diffusé et on ne l'entend pas. Non, pas pour l'extrait, vous pouvez demander. Voilà. Et c'est pour ça qu'Oneida a demandé d'être autorisée par le juge, parce qu'elle, il fallait être ascendant ou descendant, elle est collatérale, elle ne pouvait pas le faire, sauf à plaider devant le juge un motif légitime. Et le juge a considéré que pour des raisons de succession, parce que là on est bien sur la succession, sur le fond du dossier, a accepté qu'elle ait cet extrait d'acte de naissance, puis qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement... Voilà, moi, si Ali Bongo n'est pas le fils d'Omar Bongo, à moi l'héritage, j'aurai encore plus d'argent. Donc comme elle part de 65 milliards de francs CFA, elle pense arriver peut-être à 300 milliards de francs CFA. Donc ceci cadre vraiment, je dirais, l'argent, le pouvoir, la politique. Moi, je suis uniquement en droit. Est-ce que